Bonjour, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 6 décembre 2020. Alors, lundi dernier, j'ai accordé une entrevue à Sophie Durocher sur le site internet Cube, la radio internet, que vous pouvez écouter si vous googlez mon nom et celui de Sophie Durocher, vous allez tomber sur vous allez tomber, oui, sur cette entrevue que j'ai donnée à chaud sur ce qui s'est passé dans la dernière semaine, c'est-à-dire la censure dont a été l'objet le premier ministre du Québec, François Legault, qui a offert sa liste de lecture, qui a été retirée sur le site de l'Association des libraires du Québec, et la vidéo que François Legault a commise, avec une mise en garde que l'ALQ ne cautionnait pas cette liste-là. Quelque chose comme ça. Bref, comme, comme les mises en garde qu'on retrouve sur les paquets de cigarettes, où on voit des poumons calcinés, où on voit des caquettes euh, dans une inquiétante et dangereuse détumescence. Alors, une mise en garde, attention. Bon. Alors moi, j'ai donné cette entrevue-là, j'ai dit ce que je pensais, et plusieurs de mes amis m'ont dit qu'elle était bonne, cette entrevue-là, qu'elle était mesurée, qu'elle était pondérée, que j'avais essayé de mettre les choses en perspective. Ne soyez pas trop étonnés, mais je ne me réécoute jamais. Si je m'écoute beaucoup parler, assurément, je ne me réécoute pas beaucoup parler. Comme la majorité d'entre nous, notre voix, cette voix étrangère, cette voix autre qu'est la nôtre, eh ben, me comble pas tout à fait, voyez-vous. Et parfois, dans le feu du moment, eh ben, je dis des choses que peut-être qu'après réflexion, je ne dirais pas tout à fait d'accord. Mais ça, c'est pas grave, je me suis donné le droit, ainsi que nous a convié à le faire, Charles Baudelaire. Je me contredis. Eh bien, je me contredis. Alors, voilà. Le droit de garder une certaine mobilité de parole et d'esprit. Alors, je vous invite quand même à aller l'écouter, parce que moi, je ne l'ai pas écouté. Je ne me suis pas réécouté. De même que je ne réécoute jamais les vidéos que je commets. Par contre, je vais quand même vous dire une autre chose. C'est que le 4 décembre dernier, ça faisait 9 ans que j'avais commis ma première vidéo consacrée à Marc-Édouard Nab. Oui, ce personnage hautement sulfureux. Et donc, je l'avais fait suite à une toute première vidéo, en fait, faite avec un ami, qui s'appelait Le Temps des libraires, en février 2011, que vous pouvez retrouver aussi, hein, Le Temps des libraires. Parce que, en février 2011, j'annonçais que le temps des libraires était arrivé. Et ce que je constate depuis la pandémie, c'est que, effectivement, maintenant, le temps des libraires est arrivé. Mais ça, je vais y revenir. Alors, pour revenir à cette première vidéo de Marc-Édouard Nab, tirée de son livre L'Enculé, qui relate les mésaventures de Dominique Strauss-Kahn avec la femme de ménage dont il aurait abusé, au Sofitel, qui a été la chute de celui qui devait devenir président de la République. Alors, Nab a fait un livre assez délirant sur le sujet et j'ai été étonné à l'époque de voir, bon, j'ai commis cette petite vidéo-là qui dure quelques minutes, je lis un ou deux passages, si ma mémoire est bonne, du livre L'Enculé, et, euh, et après, le lendemain, j'ai vu que cette vidéo-là avait été écoutée par quelques personnes, mais elle avait été écoutée tout de même. Et alors, été assez étonné. Alors, c'est ça qui a fait que j'ai poursuivi aussi. Le fait d'avoir été écouté, un peu, très modestement, mais écouté tout de même, qui m'a encouragé à poursuivre. Bien des semaines plus tard, j'ai compris le pourquoi de cette écoute-là, de cette vidéo-là. C'est simple, c'est que Marc-Édouard Nab l'avait partagé sur son site en indiquant sommairement un Canadien lit l'enculé. Alors là, j'avais compris pourquoi
pourquoi elle avait été écoutée. Mais entre-temps, je m'étais pris au jeu, et à chaque jour, parce que c'était la première série de, comme dit mon ami Fred Harding, j'ai perdu les clés de ma première chaîne, qui a une première chaîne, hein, avec près de 1100 vidéos. J'ai perdu les codes, j'ai changé de serveur, j'ai changé d'ordi, j'ai changé de vie, j'ai fait la révolution dans ma propre vie, et je me sens... Le truc s'est refermé. Et je ne peux plus... J'ai tenté désespérément de rejoindre YouTube. Je leur ai envoyé des messages. J'ai même réussi à un moment donné dans mes recherches à obtenir un numéro de téléphone. J'ai appelé, je suis tombé sur une espèce de boîte vocale assez incroyable. Jamais eu de retour d'appel. Oh, tant et si bien que j'ai fini par considérer l'épisode de la première chaîne, si on veut, clos. Et à un moment, mes 1100 vidéos, alors, du 4 décembre 2011, probablement jusqu'en 2015, sans doute, quelque chose comme ça. Alors, et j'ai pris goût. Alors, ça s'appelait Lecture dans ma bibliothèque. Alors, c'était quoi l'idée? C'était de mettre en scène un lecteur. Hein, parce que moi, avant d'être libraire, je suis un lecteur. C'est comme ça que je suis devenu libraire. Je suis devenu libraire par aggravation de ma pathologie d'homme-livre. Hein, d'homme libre. D'accord? C'est comme ça que ça a commencé. Je suis pas devenu libraire parce que je le voulais. Je suis devenu libraire parce que la vie m'y a obligé. La passion du livre chez moi est telle, comme le faisait remarquer un commentaire sur une de mes vidéos là, commise il y a quelques semaines. Au fond, je ne cesse pas de parler de livres. Alors ben oui, je ne cesse pas de parler de livres. Et j'ai même l'impression, hein, dans l'univers virtuel dans lequel nous sommes pris et qui prend de plus en plus de place avec cette pandémie, les Zooms et tout ça. Le distanciel, comme ils disent. Hein, le distanciel, qui n'est pas le distanciel qui est au fond une sorte d'assomption vers le ciel, comme on peut l'entendre, mais prend de plus en plus de place à un point tel que le livre lui-même, l'objet livre, hein, vous voyez, c'est encore Bukowski, d'ailleurs je vais vous lire un ou deux passages, tel que promis. Alors l'objet livre lui-même, j'ai l'impression, maintenant, on l'a arraché au virtuel. C'est un moment de réel là, qu'on capture et que pour s'arracher à l'hypnose numérique, rien de tel que du concret. Je ne parlerai pas de l'odeur des livres, là. Pour moi, les livres, ils sentent l'encre, le papier, et puis bon. Et c'est. En tout cas, je n'irai pas davantage. Je connais des odeurs autrement plus aphrodisiaques, disons. Et ce moment-là, c'est des moments arrachés au virtuel. Au fond, le livre, c'est le réel. Hein? Bon. Mais quand on l'ouvre, là, c'est déjà autre chose. Quand on rentre en relation avec l'objet réel livre, eh bien, des mécanismes de l'imagination, de l'imaginal, disait Henri Corbin, eh bien, se mettent en mouvement. Alors là, ça y est, là, on rentre dans quelque chose d'autre. Et là, comme tout le monde est pris devant les écrans, tout le monde écoute des téléséries, hein, les téléséries ça a détruit le cinéma, il faut quand même le dire maintenant. Et puis, avec la pandémie, les salles de cinéma fermées, je pense que peut-être il n'y aura bientôt plus de salles de cinéma. Je pense que les films vont sortir sur les écrans. Les gens se sont dotés aussi d'appareils d'écran gigantesques. Et l'imaginaire cinématographique ayant capturé les esprits, mais l'imaginaire tel qu'on l'a connu, en tout cas sous sa forme cinématographique, avec une durée de temps, avec une intrigue menée dans des délais courts, avec aussi la difficulté de développer des sous-scénarios, des sous-aventures. On ne peut pas broder en 1 heure et demie, mais on peut broder beaucoup en 10 heures. Mais quelqu'un qui se tape télésérie, après télésérie, après télésérie, après télésérie. Non, moi, j'appartiens à l'ordre ancien, de l'univers de papier. Alors, je reviens sur ces premières vidéos-là, donc commises en décembre 2011.
Et tout de suite, j'ai eu beaucoup de plaisir. Et alors, comment ça se passait? Alors donc, le matin, je débarquais dans ma propre bibliothèque personnelle, et de là le titre Lecture dans ma bibliothèque, et je choisissais un livre que j'avais lu un peu, que j'avais lu entièrement, que j'avais grappillé dedans. D'ailleurs, là-dessus, je papillonne de manière incessante autour des livres, comme le moustique autour de la lampe artificielle, et je choisissais un passage. Parfois aussi, je l'asseyais le soir dans ma chambre, dans mon lit, et j'écoutais comment ça résonnait le truc. Lire à voix haute a modifié même. Puis, vous voyez, des fois, les mots trébuchent, les mots... parce qu'on veut bien faire aussi. Hein? On veut offrir une interprétation correcte du texte. Et parfois, on n'y parvient pas, et vous avez été à même de le constater. J'y parviens plutôt assez rarement. Il y a de l'émotion aussi qui rentre dans la lecture du texte. Je ne suis pas un comédien lecteur professionnel. Alors donc, je gérais dans ma bibliothèque, et là, ok, aujourd'hui, je vais leur parler de ça. Aujourd'hui. Et elles continuaient leur petit bonhomme de chemin. Mais ce qui était curieux, pour en revenir à cette expérience-là d'il y a 9 ans, c'est que j'ai eu assez rapidement quelques abonnés, et dont une dame qui fréquentait ma librairie. Et elle avait remarqué, ce que j'avais moi-même remarqué, pour mon plus grand déplaisir, elle avait remarqué que sur le côté, ici où les vidéos sont référencées, eh bien, il n'y avait que des petites filles de 8-9 ans qui faisaient des vidéos en direct. Là, hein. Et là, elle m'a dit, elle est venue me voir à ma librairie, elle dit, vous ne trouvez pas ça très... Vous trouvez-vous ça inquiétant de voir que, on vous met dans la même catégorie que de petites fillettes de 8-9 ans? Eh bien oui, je lui ai dit, oui, absolument. J'avais l'impression d'être pervers pépère qui débarque dans une garderie ou dans une école primaire. Ça m'embarrassait beaucoup. Fort heureusement, au fur et à mesure que j'ai fait des vidéos, eh bien, là, tout à coup, il y a des écrivains qui ont commencé à apparaître, il y a des trucs culturels qui ont commencé à être référencés à côté de ma vidéo principale, et j'ai été rassuré. Mais ce petit moment-là mais ça dit aussi à quel point, très rapidement, d'ailleurs, YouTube, c'est le média des jeunes. Les jeunes ne regardent plus la télé traditionnelle de papa-maman, mais par contre, ils regardent des vidéos sur YouTube. Et sur YouTube, ou sur Vimeo. Vimeo qui est beaucoup plus culturel, c'est beaucoup plus artistique, Vimeo. Bon, moi, j'ai choisi YouTube parce que, ça m'apparaît plus simple, en tout cas pour moi, qui ne fait pas des vidéos artistiques, n'est-ce pas? Mes prestations... bien souvent improvisé. Il n'y a pas de bande générique. Il y en avait quand même quelques-unes sur ma première chaîne. Un ami qui avait consenti à travailler avec moi avait créé une petite bande musicale et filmait certains événements, mais c'était toujours des entrevues données dans ma bibliothèque. Des entrevues avec des écrivains, des penseurs, et parfois aussi, j'allais chez... Alors là, il y a une petite bande, il y a une petite musicalité, il y a un petit générique. Il y a quelque chose d'un peu plus professionnel que mes prestations offertes comme ça, sans support artistique, pourrions-nous dire. Je suis loin de faire, par exemple, l'excellent travail de mon collègue youtubeur François Bon. Lui, il travaille super bien. Les questions techniques, elles sont quand même secondaires dans son cas, parce que c'est le propos qui compte. Mais il trouve le moyen de sertir son propos dans un écran qui est agréable. Et même très agréable, avec des choix musicaux libres de droit, bien entendu. Tout à fait approprié. Ce qui n'est pas mon cas. Alors, c'est comme ça que cette aventure-là a commencé, hein, par une vidéo où j'annonçais le temps des libraires. Eh bien, je suis à même de constater aujourd'hui
près de 10 ans plus tard, que le temps des libraires était arrivé. Et ça, c'est très, très étonnant pour moi. Bon, vous allez me dire, en quoi? Vous avez vu, il y a le débat en France, quand on a reconfiné là, cet automne pour contrer le virus. Il y a eu un tollé, il y a eu un débat de société pour à savoir si on gardait les librairies ouvertes. Le secteur commercial de la librairie dans une société, c'est anecdotique, c'est infinitesimal. Le monde de la librairie n'était pas un monde riche. Hein? Et les petites librairies, les librairies indépendantes, elles ne roulent pas sur l'or, mais tout à coup, c'était d'une grande importance de les laisser ouvertes. Eh bien, ici aussi, même si on n'a pas la culture et la tradition, hein, le débat qui a eu lieu toute la semaine sur cette fameuse liste de Legault retirée et remise, hein, suite aux pressions, suite aux pressions des deux camps, parce qu'il y a eu une pression, il y a eu une première vague de pression pour retirer la liste, et il y a eu une vague encore plus grosse pour la remettre. Tant et si bien que les responsables de l'ALQ, à mon sens, ont perdu la face dans les deux cas. Il ne s'agit pas, on prend une décision, même si elle est mauvaise, des fois il faut s'y tenir, ne serait-ce que par courage. Mais là, ici, ils ont trouvé le moyen de déplaire à tout le monde. C'est ce qui arrive quand on se lance dans une bataille impréparée et que quand on constate devant les forces adverses que nous ne sommes pas de taille à tenir notre position, on dira oui, faute à moitié pardonnée, mais c'est important de réfléchir aussi. Est-ce qu'on a la carrure pour aller mener un combat qu'on sait ou qu'on sait pas? Maintenant, tous ces gens-là viennent de découvrir que faudrait apprendre à déplaire. Faudrait apprendre à avoir le courage de déplaire. Et déplaire à tout le monde, là, ça, c'est vraiment pas une bonne idée. Alors là, ils ont trouvé... Alors, il y a une autre liste qui circule, semble-t-il, de 200 pétitionnaires qui demandent à nouveau que la liste soit retirée. Avec des écrivains dedans aussi. Alors, des écrivains qui appellent à du dressage de listes, ou à retirer des listes, ou à imposer des listes. Pour moi, ça, c'est... Alors là, il y a des listes, justement, d'écrivains, d'auteurs, la liste. Voici quelle est ma liste. Moi, je vais la partager tout à l'heure. Moi, j'ai marqué, moi, c'était pas 10 titres, c'était 21. Et c'est tous des livres, à part deux, à part la Bible et Louis Calaferte, ce sont tous des auteurs que j'ai lus avant la vingtaine, autour de la vingtaine, 18, 19, 20 ans, peut-être 21. Il faut croire que toutes les lectures formatrices, et par la suite, j'ai choisi aussi des auteurs, comme par exemple Crime et Châtiment de Dostoïevski. C'est par là que j'ai découvert Dostoïevski. Mais pour moi, c'est pas le livre le plus important de Dostoïevski. C'est Les Possédés ou Les démons, traduit dans la nouvelle version d'André Markovitch, que je n'ai pas lu. Moi, j'ai lu la version classicisée français, parce que semble-t-il, je ne suis pas à même de le juger, je ne suis pas un russophone, Dostoïevski écrivait très mal. C'est ce que me confiait aussi un ami professeur qui fréquente ma librairie, qui est en train de lire la nouvelle mouture de Markovitch, et il avait du mal à comprendre à quel point c'était mal écrit, parce qu'avec des redites, des tournures de phrases un peu abscondes, il avait du mal à comprendre que le traducteur avait pu laisser passer cela. Moi, n'ayant pas lu celle de Markovitch, mais je comprends qu'il a voulu rendre en tout cas en lisant ses explications, qu'il a voulu rendre le côté rugueux, le côté terreux. Et chacun s'entendait à dire qu'il n'avait pas le beau style de Tourgueniev, par exemple. Et que c'est ce qui faisait aussi qui lui était Tourgueniev, très influencé par l'école française. Alors, ce qui faisait de lui un adversaire
il y a quelqu'un qui est devant la vitrine qui me demande si j'ouvre. Je vais lui dire que j'ouvre dans une quinzaine de minutes. Bonjour, madame. Bonjour, c'est pas ouvert? Je vais ouvrir dans 15 minutes. 15? Ouais. Oh, c'est long. 10. 5? C'est long, C'est pas ça, c'est parce que j'ouvre à midi normalement. je sais, mais je pensais que c'était 11h. Ouais, non, mais... 5 minutes. Ok. Vous voyez où j'en suis? Je négocie mes heures d'ouverture, n'est-ce pas? Donc, probablement, en fait, si vous comprenez bien où j'en suis, c'est-à-dire le devoir m'appelle, c'est-à-dire vendre des livres, ce qui est la tâche numéro 1 du libraire, semble-t-il, eh bien, ça sera pour demain, Bukowski. Où en étais-je avec tout ça? Je voulais vous parler... Ah oui, la fameuse liste. Alors, je vais ouais, ça va être après-demain, Bukowski. Puis je devais aussi vous parler de Jack Tilleulois. Et ça, je vais y venir. Ça, c'est un personnage. Faites des recherches tout de suite. Hein. Allez voir sur Google. Googlez Jack Tilleulois. Vous allez constater quel personnage saugrenu c'était. Et entre autres, il a fait un livre qui s'appelle Le Bible d'Amérique chez Grasset, où il relate son expérience de voyage, parce que c'est un écrivain voyageur aussi, un peu comme Nicolas Bouvier, mais disjoncté, le mec. Et il est allé au Québec. Alors, c'est assez rigolo, mais je vais vous parler aussi d'un autre livre qu'il a fait avant, qui a été... En tout cas, je vous parlerai de Jack Tilleulois une autre fois, mais demain, je vais vous offrir la liste des livres que je regrette ne pas avoir lus. Alors, voilà. Ça, on s'en vante moins, hein, des livres. Mais par contre, comme mon ami Sim Fab le disait, lui, il y a plein de livres qu'il regrette pas de ne pas avoir lus. Mais de dresser une liste des livres qu'on ne regrette pas de ne pas avoir lus, écoutez, je pense qu'une vie n'y suffirait pas. Et en tout cas, je pense que ça serait impossible de dresser la liste de tous les livres qu'on n'a pas envie de lire. Et puis pourquoi certains livres, on n'a pas envie de les lire? Alors ça, c'est une énigme. Moi, il y a des auteurs, on me dit le plus grand bien, et puis des auteurs, des lecteurs dont je respecte le jugement. Mais ben, c'est drôle, j'ai pas envie de les lire, ces livres-là. Est-ce que je devine que mon esprit... mon animalité même n'entrera pas en phase avec ces livres-là, je ne le sais pas. Alors, je conclus pour ça. Il y avait une deuxième liste de livres que j'aurais pu faire, c'est ceux que j'ai lus après 20 ans, entre 20 et 30. Mais eux, ils sont pas... ils n'ont pas été fondateurs, ils n'ont pas été formateurs. Ils sont venus me conforter, dis-je, dans ce premier élan qui était le bon, qui était le juste. Sartre, Nietzsche, Dostoïevski, Camus aussi, que j'ai pas mis dans la liste. Parce que j'avais toujours eu... Il était important pour moi, Camus, mais j'ai toujours eu des sentiments mélangés à l'égard de Camus. Bon, mais écoutez, la dame attend après moi. Le travail m'appelle. Désolé d'utiliser ce gros mot-là. Travail. Mais parfois, il faut ce qu'il faut. Merci et à demain pour de nouvelles aventures.